Nous y sommes. Bonjour. Comme d'habitude, bonjour à vous tous, là où vous êtes, vous qui nous regardez. Et bien entendu, bonjour à ces îles du sud, du nord, à l'archipel, comme disait Raphaël. Et aussi, bonjour à tous ces internautes, ces aficionados, comme on dit, les followers, qui nous recevons vos messages, vos commentaires. Et très nombreux commentaires, nous vous en remercions d'ailleurs. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous parlerons de cet événement culturel qui cristallise toutes les attentions, rassemble les cœurs. Moment de grande euphorie, je veux parler du carnaval. Le carnaval 2023 s'en est allé, bye bye 2023 et vive 2024. Que dire de cette édition 2023? Son organisation, les thèmes retenus, la communication, la festivité. Que dire, bien entendu, des retombées économiques? Néanmoins, faut-il le dire, un élément regrettable s'est invité dans cette édition 2023 qui avait si bien commencé. C'est la violence. Cette violence est venue ternir cet événement fédérateur dans la nuit du 20 janvier 2023 à Pointe-à-Pitre, tant que je sache. Bombes lacrymogènes, forces de l'ordre débordées, et bien d'autres. Notre culture serait-elle menacée? Quelle solution? Vous le comprendrez, chers téléspectateurs, notre thème d'aujourd'hui, thème de cette émission du 26 février 2023, Carnaval et violence, notre culture menacée. Voilà donc. Alors, comme d'habitude, nous aurons des préliminaires, c'est-à-dire les marqueurs de l'actualité de la semaine. Je vais parler des composantes, si vous voulez, en quelque sorte judiciaires, les questions qui sont sujets très judiciarisés, qui ont marqué l'actualité cette semaine. Nous y reviendrons. Alors, nos amis du dimanche, les clubistes, je commence par Raphaël, je joue la droite spatiale, nous allons vers la gauche et nous allons... voilà, alors, Raphaël, la semaine, je suis toujours très content de vous retrouver. Hein, bien entendu. Nous aussi, je pense que nous tous, c'est avec un plaisir partagé. Alors, je dis partagé parce que plus ça va depuis quelques temps, plus je rencontre des gens qui ont pris Eco Club comme phare. J'aurais beaucoup de bonjours à dire à beaucoup de personnes qui sont, comme tu dis, de véritables followers. Hein. Oui, parce qu'à voir le type de rapport qu'ils ont avec nous, c'est un rapport d'une convivialité, d'une proximité, extrême. Comme si on était dans leur jardin, quoi. Voilà. Et c'est quand on va faire casse à moins tous les dimanches, et puis, etc., etc. Donc, c'est super. Et puis, donc, bonjour à tous ces gens-là, puis à tous les autres, Et j'insiste effectivement, tu l'as dit, sur cette dimension archipélagique, parce que j'ai aussi reçu cette semaine deux messages, un message d'Allemagne, un message de Nouvelle-Zélande, de quelqu'un qui avait regardé sur Internet et qui me posait des questions comme ça, d'une manière... et d'ailleurs, je reste en contact avec eux, parce que ce sont deux personnes qui font des études et qui donc vont m'envoyer un questionnaire comme ça pour enrichir leur étude. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Hein, qui diffuse, qui sème, et qui a créé une certaine relation de proximité avec des gens. Alors, il y a un auteur, je parle beaucoup, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est Dominique Volton, c'est un grand communicant, qui parle de collège invisible. Ah ouais. Et il dit qu'il y a nous, il y a des nous, etc., puis il y a tout autour de nous un certain nombre de personnes qu'on ne connaîtra jamais, hein, ou exceptionnellement, mais qui irradient de notre mouvance idéologique, intellectuelle, théorique, et qui font partie du fameux club, mais qui constituent cette espèce de collège invisible, cet orchestre invisible qui est là, qui nous suivent. Donc bonjour à tous ces gens-là. Hein, et puis voilà. Je signale que nous recevons aussi vous l'avez pris lecture, enfin vous avez pris lecture, parce que ce sont des commentaires sur le Facebook, nous recevons des commentaires, je crois, il y a du Bénin,
jeune femme de Bénin, béninoise, et puis de Belgique aussi, hein, et qui nous suit régulièrement. Donc vous voyez, nous participons à notre manière à la construction de ce territoire. Parmi les gens d'Afrique, justement, j'ai ma sœur donc, qui habite en Afrique depuis longtemps, à Kinshasa, et qui a monté un club avec le décalage horaire, qui reçoit les films, c'est ça que je parlais l'autre jour, les vidéos, oui. Et qui, avec la communauté antillaise, qui est très très large, hein, qui est autour d'elle à Kinshasa, regarde systématiquement Eco Club pour avoir des nouvelles de ce qui se passe, des sensations, des choses comme ça. Donc, j'envoie un grand bonjour à Michel, excusez-moi, et puis il se reconnaîtra, et puis voilà. Voilà, l'avantage de la constance et de la longévité. Alors, Raymond Ramaille. Raymond Ramaille, la semaine, d'abord bonjour à Sévalos, c'est bien. Le moule, la capitale. Le moule. La capitale de la Guadeloupe. Oui, ça va, la semaine a été bonne. Et puis, je dis merci à tous ceux qui nous regardent de nous recevoir chez vous. Et nous sommes bien contents d'être avec vous, et que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, dans le monde. En Guyane, et puis dans toute la Caraïbe et de par le monde, j'ai constaté que Eco Club de Canal 10 rayonne de plus en plus. Et puis, donc, merci pour Eco Club, merci pour nous, et puis à ceux qui nous regardent aussi dans l'Hexagone, dans le foie, bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci. À ceux qui nous regardent. Ils sont avec nous. Alors, René. Oui, bien bonjour à tout le monde qui a côté nous. Hein. Oui. Et puis, aussi salut particulier à moi, et monde qui effectivement, qui a veillé, qui de l'autre côté, qui a croisé, qui a dit, un petit moment de tristesse aussi. Oui, qui a dit, nous allons suivre, tous les tous les nous allons suivre, qui a discuté, tout ça. Bon, ça très bien, ça a montré que si vous voulez, nous pas inutile et que nous avons au moins alimenté le débat. Ça qui est important, hein, parce que faut croire qu'en Guadeloupe, nous pas débattre assez. Et débattre de manière non organisée, officielle et tout ça. Hein, parce que pas nous pas postuler ou pas habiter à nous c'est des opinions diverses qui existent dans la population là et que nous avons exprimé à travers ça nous a dit. Et puis, un petit moment de tristesse, certainement, parce qu'en semaine là, ça, on perd nos camarades très proches à moi. Oui. C'est Bernard Obadia. Qui habitait dans la zone, même zone non, Bernard était arrêté les Seuils-Résés, mort jeudi soir. Mais il était professeur français au lycée Carnot. C'est là qu'il fait pratiquement toute carrière. Et au collège Carnot, excusez-moi, c'est là qu'il fait toute carrière. Et là, nous connaissons nous depuis plus de 50 ans, puisque nous connaissons à la GEG. Il était président de la section à Paris, à ce moment-là, ça. Et moi, à la GEG, j'étais Bordeaux, et nous connaissons dans les congrès et autres. Et nous participons ensemble à la création à GEG, syndicat général à l'éducation en Guadeloupe, qui vient SPEG par la suite. Et il était en conseil syndical là depuis les premiers temps. Et on peut dire que lui et Josie Saint-Martin, c'était bras droit et bras gauche d'avoir, si on était arrivé à exprimer un certain nombre d'idées, et si nous réussissons à mener un combat pour faire que tout enseignant et fédération des parents d'élèves trouvent en unité pour exprimer et faire avancer question à l'école en Guadeloupe, puisque c'est toute période à mettre créole à l'école, a fait prendre en compte l'histoire, nous, a fait prendre en compte l'environnement, nous, on dit à l'école là, on peut dire que l'Ibénais joue un rôle fondamental côté là ça. Et si vous voulez, quelque part, là, il y a apprendre moraille. Disons que son frère, quand les autres, c'est des frères et sœurs, mais son frère qui pète. Et ça laisse moi, on m'a cassé assez fort. Condoléances à toute la famille. Surtout à Madame Aïdé Tibounaï, Myriam Meouli. Moment de grande douleur, mais c'est bon, la vie est ainsi faite. Hein. Eh bien oui. Voilà. Alors nous signalons aussi notre ami Nico, qui n'est pour le moment pas encore avec nous, pour des ajustements techniques qui devraient trouver solution au cours de cette émission, au début en tout cas avant la pub, et très probablement après la publicité il sera avec nous. Alors Nico, là où tu es, tu nous entends, mais la liaison sera établie conformément aux habitudes, et puis nous allons pouvoir échanger avec toi. Merci Nico d'être là, à nous regarder. Alors, chers amis, vous connaissez bien la musique, c'est comme d'habitude. Hein. Chez nous, le dimanche, il y a toujours les préliminaires. Et la préliminaire, c'est-à-dire ce que nous devons appeler, reconnaître comme les marqueurs de l'actualité de la semaine. Et nous avons là des éléments qui ont marqué la semaine. Il y a cette fameuse 7 affaires qu'on appelle l'affaire Claude Jean-Pierre. Il y a cette question aussi des bâtonniers. Enfin, d'abord, nous allons commencer par l'affaire
Claude Jean-Pierre. Voilà donc une affaire qu'on a appelée, c'est sûr, c'est une affaire de justice, en fait, qu'il y a eu un mort, il y a eu interpellation, on a tellement entendu, on a tellement vu. Bon, il y a à en dire là-dessus. Je commence ici par René. René. Non, moi, ça qui est grave, hein, ça qui est grave, hein, c'est des demandes à procureur là à prononcer un non-lieu, qui est particulièrement grave, d'avoir on a le sentiment, après l'affaire Salin, après tout ça, que depuis on qu'a touché attitude à des gendarmes vis-à-vis de Guadeloupéens là, qui a une raison et pas là, il n'y a rien à voir, circuler, et ces gendarmes-là, il y aura un blanc-seing. La faute légitime. En cas, oui, non, mais ça, particulièrement grave, parce que dans l'affaire Salin, c'est vrai. Ça a quand même opposé, mais gendarme masse qui était tué Tibougla, alors que ces messieurs étaient à 10 alentours à Tibougla, ces gendarmes-là, qui tuaient Tibougla de rafale. Ils ont dit que oui, effectivement, il est responsable à Tibougla, mais pas coupable parce que les circonstances étaient qu'à faire que ça on va comprendre nervosité là, etc. Et même trouver une promotion. Ça était déjà particulièrement insultant, mais là, c'est une sorte de crachat en figure à tout le monde parce que tout le monde voit la vidéo là. Il y a vrai qui ont extrait Bougla, alors que Bougla a 67 ans, et que Bougla n'a pas été opposé pour une résistance, qui ont extrait brutalement, au point de péter ses vertèbres cervicales et tout ça, que Bougla m'a 10 jours après. Et au cas dit non-lieu, au moins, il y a un procès. Au moins, il y a un procès. Et dans le cas d'un procès là. Ils m'ont dit non-lieu, mais nous pouvons dire. Oui, mais ça qui est insultant, c'est de vrai que le procureur là, c'est quoi, comme on dit non-lieu. Moi, c'est comme si on crache en figure, moi. Ça veut dire qu'il dit, moi, nous ne doit faire ça, nous voulons, nous ne doit tuer, nous voulons, sans circuler, il n'y a rien à voir, ou sortir là. Ou j'en pas ni Hakadi. Et ça, à quoi qu'il faut nous arrêter avec ce type de justice là, ça, en Guadeloupe, où nous avons procureur qui a transformé presque en commissaire politique. Législateur de circonstance. Oui, et il peut pas, ça n'est pas normal. Ça, alors, ça vient après non-lieu à Chlordécone, mais ça. Ces demandes-là, ça est particulièrement insultant pour nous. Il ne faut pas, ces messieurs, comprendre que ça a contribué à calmer les choses, bien au contraire. Ça a contribué à aigrir et à faire tout le monde comprendre que ni en justice, mais à partir d'un certain niveau, ni en justice coloniale qui a dit non. Ça n'a rien à voir. Si c'est pour juger des gens qui volent, pour l'eau, pas de bon problème. Mais à partir du moment où ça a touché les forces de gendarmerie, il n'y a rien à dire. Il n'y a ni la violence légitime, il peut faire ça. Ça a rappelé nous des vieilles bêtes depuis la période de l'esclavage. Et ça, sans même entrer dans le problème idéologique. Hein. Oui. C'est sur la mentalité. Ça passe. Décidément, dirait-on, après le Chlordécone, non-lieu s'écrit bien au pluriel de ce pays. Alors, Rama et Julien Nongatois, bon, on ne connaît pas les contours de l'affaire, mais il est certain que cela suscite des questions. Nous sommes là aussi pour donner notre avis. Que penses-tu de tout ça? Cette affaire au Claude Jean-Pierre de DR, c'est ça? Voilà. Tu as déjà donné un petit peu ma position, c'est que effectivement, à notre niveau, on n'a pas tous les éléments. Il y a des informations de la justice qui ne sont jamais divulguées, et donc la population juge avec ce que la presse donne. Mais il n'est pas dit que la presse dit tout. Puis la presse, des fois, ne sait pas tout. Et parfois, dans l'intérêt même de l'affaire, il est plus, comment dire, opportun que la situation soit comme ça. Donc c'est pour ça, dans une décision de justice, moi je ne vais pas me mêler pour prononcer si c'est bien ou c'est pas bien. Bon, c'est vrai que pour la famille, c'est toujours comme quelque chose de regrettable. Mais je peux comprendre la famille, des regrets de la famille vis-à-vis du non-lieu. Mais des fois, même la famille, des fois, ne divulgue pas toutes les informations qu'elle possède. Et donc la population non plus... je suis un petit peu de nature comme ça. Je ne prends pas position de quelque chose si je n'ai pas les deux versions. Et souvent, quand on s'aligne sur une version, on risque de se tromper lourdement. Maintenant, la justice s'est saisie, la famille, les avocats ont encore du champ. Ils vont certainement se manifester pour aller vers quelque chose de peut-être qui convient mieux à la famille. C'est ce que je peux dire pour l'instant.
Alors, c'est une appréciation de Ramaille. Hein. Alors, on sait très bien que le procureur, le défenseur donc, de la société a donné sa vérité, la sienne. Est-ce que ce sera celle du tribunal, du juge? En tout cas, il faut attendre. Hein. Alors, Raphaël. Ah oui, alors, c'est pas sa vérité qu'il a donnée. C'est son analyse de sa réalité. Oui, d'accord. Bon, mais ceci dit, ça rejoint un petit peu. Je dis ça parce que j'insiste beaucoup sur la différence entre vérité et réalité. C'est pas ça. Bon, tu sais bien que j'aime bien jouer avec les mots, mais les mots sont importants, ce sont nos outils de pensée, et il ne faut pas substituer un mot à la place de l'autre. Alors, ce qui est certain dans cette affaire-là, c'est que, donc, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue du système dans lequel nous sommes, du système institutionnel ou disons socioculturel, le système ne se dédie pas. C'est ça. Ça veut dire que le procureur, c'est ce que tu viens de dire, est le représentant de la justice, pardon. Quel lapsus. Ah oui, quel lapsus. C'est grave. Ça arrive. C'est le représentant de la République, c'est le représentant de l'État, c'est le représentant du système, c'est le représentant de ce que tu appelles souvent de la verticalité. Donc, il est clair qu'à partir de là, quand ce système-là est pris à un niveau quelconque, est pris à défaut à un niveau quelconque, le premier réflexe qu'il a, c'est un réflexe d'auto-organisation systémique et de se couvrir. Et donc, le procureur, comme pour le chlordécone, même si la réalité est patente et évidente et aveuglante, ce qu'il va faire, c'est de couvrir ses ouailles. Il va couvrir les gendarmes, même si ceux-ci ont fait les pires exactions. Il va couvrir le système, même s'il y a eu la chlordécone et tout. Et donc, on est dans quelque chose qui, effectivement, s'apparente à un processus colonial, mais pas spécifiquement dans la Guadeloupe. Hein. C'est pareil en France, c'est pareil. Regardez tout ce qui se tourne. Bon, on va pas reprendre l'actualité française. Donc, c'est vraiment quelque chose de systémique, qui devient systématique et qui est écœurante. Effectivement, et là je rejoins René, qui est insultante et écœurante pour l'individu lambda, moyen, donc la grosse majorité des gens, qui essayent justement d'avoir une idée donc, de la vérité des choses et une idée d'une certaine normalité. Hein, et donc là, effectivement, ça pose question et ça suscite des réactions qui sont des réactions de rejet de quelque chose qui est putride. Voilà. Oui, alors, sans développer, ajouter, simplement, hein, c'est qu'il y a quand même une vidéo qui apparaît. Et vidéo là, c'est pour qui est là qui était né. Et vidéo là, il paraît parce que nous des gens qui trouvaient moyen approprier la vidéo là et faire y paraître. Et vidéo là, qui a circulé de tous côtés. Et vidéo là, pour qui est là, savent que c'est ça, vidéo là. Et vidéo là, qui a montré quand même des faits qui sont particulièrement graves. Et c'est pour ça que, en fait, c'est même nier complètement les faits. Nier ça complètement. On t'a dit que pour ne pas voir vidéo là, il n'y a pas ça, etc. Tout le monde voit vidéo là. Et pour qui est là, d'ailleurs, même Babier avait défoncé en disant qu'il voulait savoir qui est le monde qui publiait vidéo là, etc. Or, vidéo là, tu es pris par des vidéos à la mairie, à part un monde qui prend, à la mairie. Il y a des vidéos et c'est lui qui prend vidéo là. Donc, c'est ça qui a vu moins particulièrement grave. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne peut pas demander un non-lieu, puisque qui c'est intention de donner la mort, qui c'est pas intention de donner la mort, mais nous on fait de violence. Donc, normalement, il faut la justice prononcer, on le fait à violence là, ça. Or là, au cas dit, pas ni responsable, donc pas ni coupable. C'est même bien qui gloire l'école. Pas ni responsable, donc pas ni coupable, ou pas refuser que le juge là, et c'est tout ça qu'il faut faire, c'est faire en sorte que le juge là, pas accepter non lire ça, et renvoyer l'affaire devant. C'est tout le combat là. Pour Fia Bougla, pour Fia à Claude Jean-Pierre, parce que Fia Claude Jean-Pierre, Kagoumolo en français, pour exiger que l'Union procès pour papa. Et puis en même temps, on va voir dans les communiqués qui sortent et tout ces bidons ça, Harry Rosenbach, tous ces bougas ça, ils prennent position en face. En l'air affaire là, ça. Et on va communiquer à l'Osborne lui-même qui a dit que c'est inadmissible. C'est particulièrement inadmissible. Donc, si vous voulez, c'est quand même mon bitin qui a touché la société guadeloupéenne, il y a dans un sommeil, quoi. Oui. Et rapport qui pénit avait le fait que, même si vous détiennent
la légitimité, mais de la manière dont on exerce. Il faut prononcer ça. En cas simplement rappeler que tout problème à les Black Masters là, ça fait à partir des vidéos justement qui étaient filmées par des mondes ça y a fait beaucoup là. Oui, d'accord. Et c'est ça qui a lancé tout le mouvement là. Alors, c'est M. Capocure là, qui a cherché l'or, qui a fait bataille là ça. Oui. Alors voilà, c'est pour vous montrer, c'est un sujet, c'est une réalité qui nous interpelle et nous avons tous souhaité que les choses s'arrangent. Alors, je profite de la circonstance tu as parlé de la déclaration de l'Osborne. Moi aussi, j'en ai pris lecture sur un réseau. Alors, je veux tout simplement dire, nos élus doivent être aussi très responsables. Hein, parce que j'ai vu la communication sur leur tête, et à l'entête du département, en tête. Oui, mais c'est pas comme président qui l'a pris. Oui, mais moi j'aime ça, hein, que ce soit signé. On peut être estimer que je suis trop rigoureux, mais un président, tout individu, quand vous communiquez, vous signez votre nom et vous mettez en dessous. Parce que le Guadeloupéen, il faut bien éclairer le Guadeloupéen, hein, le Guadeloupéen qui voit ça. Mais heureusement, nous sommes là pour disons, ajuster les choses. Il faut que l'Osborne nous écoute. La prochaine fois, quand il communique sur n'importe quoi, hein, et quand il a donné son avis, il utilise bien entendu l'entête de l'institution, mais signé en bas, c'est bien l'Osborne, parce que c'est très facile. C'était pas signé. C'était pas signé, j'ai vu sur le réseau social, c'était pas signé ça. Je me suis posé la question, mais effectivement, je rejoins, je n'ai pas entendu ces propos là-dessus, mais on dit qu'il a effectivement pris. Donc je crois qu'il y a lieu qu'il y ait une unité, une certaine convergence de vues pour que cette question de Claude Jean-Pierre avance vers des solutions de nature à apaiser les esprits. Voilà. Alors, on va donc continuer, me faites un signe, on peut toujours y aller, quelques 3 minutes, ce sera la pub. Alors, ce n'est pas la seule question qui a fait, disons, qui retient nos attentions. Il y a cette réalité, ce sujet du monde des avocats. Le monde des avocats, voilà un ancien bâtonnier, c'est ça, voilà, la personne, dit-on, Charles Nicolas, qui a mis en examen, et puis, normalement, l'ordre, c'est une profession qui est réglementée, qui est organisée, n'est-ce pas? Et que l'ordre des avocats doit donner, je crois savoir, lundi, son avis suite à la décision qui a été prise à son encontre, n'est-ce pas? Alors, selon vous, est-ce que ce prévenu, c'est ça, les termes sont juridiques, il faut bien les peser hein, quand on intervient, est-ce qu'il aurait dû normalement annoncer son retrait pendant un certain, ou du moins laisser, c'est votre avis, hein, laisser la décision à l'ordre des avocats, ou du moins de lui-même annoncer son retrait pour peut-être apaiser les esprits. Je ne sais pas, j'ai une question qui est posée parce qu'on me l'a posée là, à l'extérieur. Alors Raphaël. Moi là-dessus je suis clair, hein, premièrement c'est à lui, par décence, oui. Dans une affaire comme ça. Bon, les politiques ne sont pas plus clairs, mais enfin, c'est le problème de nos élites aussi, mais c'est à lui par décence, compte tenu de la matière, et c'est quand même un avocat de poser son retrait, et à l'ordre d'entériner ce retrait. Ça me paraît évident. Il peut pas, il n'est pas encore disqualifié parce qu'il n'y a pas encore de jugement là-dessus. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, mais il est en position extrêmement délicate de crédibilité, pas encore de légitimité par rapport à cette affaire-là. Et il est clair que dans cette espèce de période de turbulence, la moindre des choses, c'est de prendre un peu de recul et puis de laisser la partie procédurale se dérouler naturellement et permettre à tout le monde de voir un peu plus clair. Cette version, je l'ai bien entendu hein, ailleurs. Alors, Amaï, moment délicat pour l'ordre des avocats, hein, puisqu'il doit se prononcer alors que peut-être la personne même concernée s'est pas mise en retrait. C'est particulièrement difficile et compliqué. L'ordre doit se prononcer sur vos confrères, c'est pas. Il y a ceux qui approuvent, il y a ceux qui sont contre aussi. Hein. Il y a des. Alors, quand bien même on soit avocat, on n'est pas au-dessus des lois. Et donc, la loi doit s'appliquer de la même façon que si c'était pour moi ou pour vous qui nous regardez. Si on a fauté, il faut être puni à la mesure du préjudice. Maintenant, le corps des avocats en Guadeloupe
il y en a qui sont très médiatisés, il y en a qui sont aussi très engagés politiquement. On a vu dernièrement, il y a eu un problème avec l'avocat de l'UGTG. Donc, et puis bien d'autres affaires. Mais c'est vrai qu'on est avocat, il faut qu'il y ait une certaine déontologie. Et puis, lorsqu'on est avocat, en général, lorsqu'on a un enfant avocat, c'est une sorte de prestige. Il faut quand même avoir un certain ordre de sa pensée, de sa manière de faire, de son vécu de tous les jours, de sa famille, de son métier. Il y a du sérieux sa posture de tous les jours. Et on doit être un exemple. On doit être un exemple lorsqu'on est médecin, on est avocat. Ce sont des professions qui sont réglementées, qui a une certaine noblesse, prestige. Et on ne doit pas faire n'importe quoi. Et on voit que dans ces métiers-là, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y en a qui se laissent aller, qui font un petit peu n'importe quoi. Je suis déjà arrivé, je suis au sommet, je peux vivre. Et puis, il y a une forme de laisser aller. Or, ce sont des gens qui donnent l'exemple. Alors, on a fouté, ces gens-là méritent d'être punis plus sévèrement encore que le citoyen lambda. Voilà. Alors René, on n'est pas avocat seulement devant le tribunal, on est avocat quand on gère ses sous, on est avocat quand on est partout. Alors... En général, comme il est avocat, comme il est défenseur du peuple, de manière générale. Ouais. Donc, si vous voulez, nous avons quand même un roi et un prestige à le métier d'avocat. Ça, oui, ça c'est pas autant ça. Et si vous voulez, nous avons l'autre avocat dans l'histoire, nous qui honoré profession-là de manière forte et qui baille justement toutes ces noblesses-là. Ça. Bon, là, Adam Kalassa, avocat-là en question, n'a pas ni pour opinion politique, ni pour qui c'est aller des faits liés à exercice à profession, et en particulier gestion à les biens financiers qui étaient forts, etc. Moi, à quoi que la meilleure solution là, effectivement, il faut laisser la justice aller. L'investigation. Parce qu'il a bénéficié toujours de la présomption d'innocence. Ça, c'est important. Il faut laisser la justice aller. Moi, chaque monde a une propre réaction, et moi, en tout cas, avocat dans une situation comme ça, même si tout le butin d'appel côté contre moi là, c'est faux, par principe, on te dit, bon, on va suspendre, le temps qu'on prépare la défense à moi, à aborder les butins et tout ça. Ça, c'est moi. On doit beaucoup estimer que. Toujours est-il que le fait simplement qu'il s'ouvre pour mis en examen, etc., c'est évident qu'un cabinet a payé un marché qui ont été comme machin. Bon, qui l'autre dit qu'il a suivi, qu'il a suspendu, qui l'autre. L'autre qui a payé en lombitin, c'est qu'il n'est pas jugé, donc, enfin, c'est ça, il a été parlé. Là, manifestement, les discussions beaucoup plus qu'à en longueur. On va savoir ce qui est donc, on voit ça lundi. Mais il n'empêche que, si vous voulez, type de problème là, ça. Parce que, on est au monde qui prie à un problème là, ça, et qui ligne des raisons fortes. Bon, entre-temps, ils trouvent un code mal taillé, mais il y a des raisons fortes de penser que. Mais si vous voulez, ça qui dit, c'est qu'il faut laisser la justice et l'enquête pour faire travailler à écouter là, ça. Et ça c'est effectivement important que lui, en tant que lui, avocat, décider de d'adopter une attitude, quelle que soit l'attitude là qu'elle a adoptée. Mais en fait, ça qui dit, c'est que manifestement, ça a jeté en suspicion. En tout cas, décision très attendue. Deux choses. Ou l'ordre sortira grandi de cette affaire-là, ou bien l'ordre sera discrédité. On n'en sait rien. On est dans la même, on est exactement en termes systémiques dans la même relation que ce qu'on disait sur le procureur. D'une manière générale, le système, il défend ses mandants au détriment même de la notion de justice, de la notion de rectitude et quoi que ce soit. Il y a une espèce de... Et c'est pour ça que certaines personnes associent très rapidement les systèmes à la mafia à des ceci, à des cela, parce qu'effectivement, il y a quelque chose dans le fonctionnement où au moment où il faut définir les codes, et comme tu disais, les codes de déontologie, c'est valable pour l'extérieur, mais quand on est attaqué, c'est comme s'il y avait une espèce de solidarité d'un certain type, corporation, qui fait que on tergiverse. Donc c'est pas très sain. C'est important de le dire. En tout cas, c'est la vie d'Éco-Club, enfin, de nous environ. Vamos a ver, comme disaient les autres, mañana. Alors, on me fait signe à la publicité, et nous allons revenir quelques instants avec vous. Nous sommes de
Retour donc après cette page publicitaire. On me fait signe que notre ami Nico ne peut pas être avec nous pour le moment en tout cas, parce que des raisons techniques. Peut-être espérons que ce sera possible en cours donc d'émission. Alors messieurs, nous étions toujours dans les préliminaires, les éléments de l'actualité de la semaine, ce que j'appelle les marqueurs de l'actualité de la semaine. Mais posons-nous la question, quid des suspendus des personnels soignants suspendus. Qu'est-ce que c'est aussi le problème est en suspens, c'est le cas de le dire. Alors, c'est une loi qui défait une loi. Il y avait la première loi, c'était pour pouvoir fonctionner, il faut être vacciné. Ok, ils ne sont pas vaccinés, imaginons. Je passe sur tous les côtés folkloriques parce qu'il y a un tas, pas autour du vaccin, des choses comme ça. Bon, une autre loi sort 2 ans plus tard en disant que finalement on suspend l'obligation vaccinale. Donc, à la limite, dans mon système à moi, très simple, ils peuvent reprendre leur travail du jour au lendemain. Maintenant, ce n'est pas si simple que ça. Il y a quand même eu un dommage, il y a quand même eu des choses. Est-ce que la justice va reprendre, va dire quoi que ce soit, ou va donner un dédommagement et tout? Je ne sais pas du tout, je ne vois pas du tout où est-ce que ça va aller. Ça risque de partir encore en procédure. Parce qu'ils se sont bien battus. La notion de vérité, là, est très, très, très particulière. La vérité, qui a la vérité, compte tenu du dossier, du dossier du chlordécone, la validité du vaccin et tout, ça promet. Oui. Alors, Ramaï? Oui, effectivement, ça promet. Parce que la situation n'est pas si simple que ça. Ce qu'a dit Raphaël est tout à fait juste. Une loi défait une loi, mais il y a la réalité du terrain. Maintenant, il s'agit de savoir combien de non-vaccinés qu'il y a en Guadeloupe, pour prendre le cas de la Guadeloupe. Le comité, ou en tout cas le rassemblement, ou comité, je ne sais pas comment on l'appelle, de ceux qui se sont fait vacciner, qui sont en poste, comment ils vont se retrouver par rapport aux non-vaccinés qui, s'ils reprennent leur poste, comment ça va se passer? Est-ce que ça ne va pas déclencher des difficultés de fonctionnement, de relationnel à l'hôpital? Donc, il y a cette réalité du terrain, parce qu'il y a quand même 98% de personnes qui ont repris leur travail et qui se sont fait vacciner. Et aujourd'hui, peut-être plus que 98%. Alors, aujourd'hui, il s'agit de savoir... il s'agit de préserver le système de santé de la Guadeloupe, l'hôpital de la Guadeloupe, le système de santé de la Guadeloupe, pour ne pas créer de dysfonctionnement entre collègues, pour ne pas se trouver dans plus de difficultés qu'on ne l'est aujourd'hui. Donc maintenant, le problème est là, il faut trancher, il y a la loi, et il y a cet aspect du problème dans l'intérêt du système de santé des Guadeloupéens, pour qu'il y ait un système de santé qui fonctionne en Guadeloupe. Oui. Et c'est ce que je crains aujourd'hui, qu'il y ait de dysfonctionnement ou de revanche à prendre entre collègues, ou celui-là, vous voyez, en pas vacciné, mais en repris travail en moi, je connais un peu le problème, comment ça va se passer à l'intérieur de l'hôpital. Et ce sera au détriment de la santé des Guadeloupéens. Et à mon avis, il faut bien se pencher sur cet aspect-là pour voir où placer le curseur. Alors on est problème sans doute peut-être politique ou... Non, moi, encore faut... Parce que les restrictions, notamment pour Martinique et Guadeloupe... Non, mais pour la France aussi, la France... le report des 3 mois pour que les personnes suspendues puissent, se prononcer quant à... j'oublie un peu les termes, mais il y a une prolongation qui s'est faite jusqu'au mois de juin, je crois, pour s'accorder aux formalités établies par le gouvernement. Non, tel qu'on connaît cette situation-là, à l'heure actuelle, où il y a Salbitin, où il y a une proposition à Clarinco par intermédiaire qui a dit que travailleront l'argent pour partir. C'est ça, 3 mois. Mais à ça, pratiquement... ni peut-être très peu de monde qui a accepté ça, mais en fin de compte, très grosse majorité là, pour un maillot, c'était réintégrer parce que quand vous commencez, on cursus professionnel en route. Là, à l'heure actuelle, ça on peut dire, c'est que le système de santé en Guadeloupe, manifestement, il a manqué de monde.
il a manqué de monde, et ça a fait quand même une certaine quantité de monde, hein, alentour 400 et quelques, qui a dans cette situation-là. Ça. Donc, à partir de ce moment-là, ça, on ne peut pas croire que ça peut poser problème, que ces gens-là n'ont pas de travail, à niveau là, ça, et ça peut poser problème entre collègues, d'autant plus que si vous regardez les centres d'élection professionnelles qui passaient là, eh bien, les syndicats qui défendent ces gens-là, eh bien, c'est eux qui sont majoritaires, hein, dans l'hôpital. Là. Donc, en définitive, on ne peut pas tirer l'argument que c'est le personnel qui est à l'intérieur, qui ne veut pas, etc. Ni le fait qu'ils prennent loi. Et que dans la loi, là, ça, ils disent qu'ils doivent suspendre ces gens-là. Mais la suspension, c'est un acte du droit du travail qui est codifié dans le droit du travail. En suspension, on ne peut pas excéder un certain nombre de temps, d'ailleurs. C'est au bout d'un certain nombre de temps, 4 mois, suspension là, il faut être transformé en licenciement, ou etc. Or, ces gens-là sont dans une situation où ils ont été suspendus, ils n'ont pas tenu droit ni à assez dignes, puisqu'ils n'ont pas licencié. Et donc, il faut résoudre cette question-là, ça. Actuellement, l'autorité a dit, bon, ben, la vaccination n'est pas obligatoire encore, donc il faut revenir à ça, tout ça a été fait là, hein, disant que la vaccination est obligatoire, il faut revenir à ça. Et il faut réintégrer ces gens-là. À présent, qui genre réintégration là qu'a fait? Qui genre par rapport à, si vous voulez, situation de droit là qu'il y a tenu là, qu'a fait qu'il y était en violation du Code du travail et tout ça par rapport à problème à suspension là, qui genre a résoudre cette question là, ça doit faire l'objet de négociations avec les organisations syndicales. Mais on peut pas dire ces gens-là qu'on peut faire attendre encore avant, attention, puis on va faire attendre pour que nous ayons l'argent. Hein. Et oui. Le problème là, Kevin, un problème juridique fondamental. Si vous voulez, à niveau là, ça, il faut que le problème là résout de manière, de telle façon à permettre qu'il n'y ait suffisamment personnel, et encore, même là où il y a réintégré, qu'il manque de personnel encore. Hein. Oui. Il faut que ça fasse de manière très apaisée, de telle façon que justement, pas ni pour qualité friction et chirage en disant là, parce que friction et chirage en plus en disant là, ça peut faire un seul but, hein, oui. C'est que les gens peuvent rentrer dans le métier à ça. Alors, mais c'est ça qui est redouté. Hein. D'une part, la clarification au niveau juridique, sachant que la loi n'est pas... Enfin, la loi, quand je dis qu'elle n'est pas rétroactive, elle sait s'accommoder avec elle-même pour pouvoir justifier des trucs par moment. Mais moi, je rejoins tout à fait Raymond. Hein, le problème, c'est surtout la cohésion interne, le lien social et la dynamique intra-professionnelle dans les services. On sait très bien comment ça se passe entre nous, au niveau des chirages, des règlements de compte, des contentieux relationnels. Parce que ceux qui ont travaillé ont subi des charges considérables, mais ceux qui n'ont pas travaillé ont subi aussi des charges considérables. Et à des moments donnés, ils étaient en position de belligérants ou de co-belligérants par rapport à cette affaire-là. Donc, je veux dire que ce n'est pas si facile que ça de retisser un tissu coopératif, un tissu de travail ensemble. Et là, il faudra vraiment faire attention. Oui, je voudrais tout simplement signaler que nous avons un souci, que c'est vraiment d'expliquer aux gens. Parce que concernant la décision de la Haute Autorité de Santé, moi, j'ai pris lecture. Effectivement, on dit qu'il n'y a pas lieu de vacciner. C'est ce que dit la Haute Autorité, en raison de la déclinaison voilà. Mais la Haute Autorité dit aussi que compte tenu de, je vous donne lecture, hein, compte tenu de la circulation active du variant Omicron, la Haute Autorité a variation jugée moins sévère. La Haute Autorité de Santé recommande au ministère de la Santé la mise en place d'une campagne de rappel à l'automne, on dit, en même temps que la campagne de vaccination contre la grippe. Alors, on continue. Elle ciblerait cette campagne des personnes à risque de forme sévère, ainsi que les personnes de leur entourage ou en contact régulier avec elles, dont les des secteurs sanitaires et médico-sociaux. C'est ça qui m'a interpellé un petit peu, hein, parce que c'est écrit là-dedans. Hein. Oui. Alors, on parle également des personnes, donc on parle bien entendu des personnes du secteur sanitaire et médico-social qui sont en contact avec
les malades, les patients. C'est un élément qui je pense, j'ai donc vu ça hier, j'ai pris lecture, je dis, attention, il faut bien informer les mouns aussi. Non, mais ça complexifie le débat, parce que la haute autorité, c'est un conseil. Hein. C'est un conseil. C'est un conseil. Or, là, tout ce qui s'est passé autour du vaccin, c'était des décisions politiques. C'était même pas juridique. Puisqu'on a bien vu que dans le débat juridique, c'était pas si clair que ça par rapport aux relations de travail, par rapport à suspendu ou pas suspendu. Mais si c'est une décision politique, ça fait force de loi aussi. Oui. On est quand même dans un système hiérarchisé, et le sommet de la hiérarchie, c'est le politique. Donc, je ne sais pas. Je demande sur cette question-là, oui, allez-y. Non, mais ça, sans te le dire, ça, c'est que ça n'a pas qu'à exclure le fait qu'il y aura un point personnel là. Simplement, il y a affecté à d'autres services qui n'y a qu'à voir avec le service Covid là. Hein. Oui. C'est tout, hein. Alors, parce que si on a dit que c'est là qui doit être occupé de ces gens-là qui puissent spécialement là, donc à partir d'un moment là, ça, il y aurait exclu de ces services-là, ça, il y aurait mettre dans d'autres services. Si il n'y a pas qu'à empêcher l'autre, ni toujours dans l'organisation interne là, on certain nombre de non mais René, ça posera des problèmes de commerce interne, d'organisation interne, comme tu dis, mais considérables. Il ne faut pas croire qu'à l'intérieur de l'hôpital, la perméabilité des services, des postes ou des personnes est si grande que ça. Mais justement, c'est donc ça va vraiment être difficile s'il n'y a pas une clarification faite. Et honnête, il faut que ce soit, oui, et honnêtement fait, on ne va pas s'amuser à jongler avec des services, des personnes, à flux tendu, ou déjà des services à flux tendu, en disant que pour respecter ceci, on met un tel pas là, pas ceci. Enfin, c'est ingérable, ça. Ingérable. J'ai vu encore deux autres choses. Premièrement, c'est la position politique. Je pense que c'est peut-être une affaire politique. Mais c'est complètement politique. Et surtout en Guadeloupe et Martinique, hein, parce que les décisions qui ont été prises... C'est politique en France aussi. On va venir. Oui. Alors, mais apparemment, ce que j'ai lu à travers mes lectures, il faut éclairer les gens. Hein. Bon, j'ai pu constater que, effectivement, les personnes qui sont mobilisées, les élus qui sont mobilisés à l'Assemblée nationale sur cette question, dans le cas de la Guadeloupe, la Martinique, ailleurs aussi, hein, dans la périphérie, ce sont des élus qui ont été élus, n'est-ce pas, autour de la question aussi, de la réintégration. Et puis, je termine, Raphaël, je laisse la parole. Donc cela pèse. Et puis, d'autre part, il y a un élément aussi important, cette question des vaccins. En même temps, nous avons eu les élections en France. Dans les autres pays européens, on n'a pas eu forcément les élections. Donc le débat s'est cristallisé autour de ça. Donc après les élections, quel que soit le gouvernement, il est en droit de s'interroger, oui, mais est-ce que je donnerai satisfaction ou pas? Alors l'autre élément pour en terminer, c'est que, toujours dans les recherches que j'ai faites, il y a les contre et les pour. Mais on trouve les contre, ce sont des juristes, hein, en grande majorité, qui sont pour la réintégration. Maître de conférences, professeurs d'université, il y a des écrits comme ça, des enseignants, etc. Par contre, ceux qui sont contre, ce sont des personnes qui sont dans le milieu. C'est ce que j'ai. Là, il y a un élément, parce que quand on fait des recherches, on voit les positionnements, qui sont-ils, que font-ils, que travaillent-ils, où travaillent. Et en tout cas, il y a une analyse qui est faite aussi ailleurs concernant les cours et les points. Voilà, j'en ai terminé là-dessus. Je redis au réel. Attends, le débat, moi je pense que le débat va se situer de manière frontale entre le politique et le juridique. Le politique et le juridique. Bon, pas au niveau des élus. Bon, désolé. Les élus, tout le corps intermédiaire, le Parlement et compagnie, ça fait longtemps qu'ils sont éliminés de tout en France, hein, de tout débat et de tout centre de décision. C'est même pas une caisse d'enregistrement des décisions qui sont prises par la Macronie. Et je ne dis pas qu'ils ne servent à rien. Ils font de la représentation, ils font du bois, on l'a vu récemment, mais c'est pas à leur niveau à eux, quelle que soit leur la façon qu'ils ont de faire monter la mousse. Les 2 dernières années ont bien montré qu'ils servaient strictement à rien dans la décision macronienne. Macron, pour les décisions qu'il voulait, a fait ce qu'il voulait, à partir de son groupuscule autour de lui et tout. Par contre, effectivement, au niveau juridique, il peut y avoir là quelque chose d'intéressant. Sachant que pour moi, il y a une préséance du politique sur le juridique. Donc, de toute façon, on ne va pas le démonter. On est en démocratie. Alors, un petit quand tu veux ajouter en plus. Oui. C'est que tous les autres pays européens
qui te prend la décision. Oui, depuis ils ont tout déjà abandonné la décision là, et le personnel déjà réintégré. Oui. C'est la France tout seul qui a trouvé il y a de blabla ça. Parce que tout simplement parce qu'ils ont fait des sombres idéologiques. Voilà. Alors, dans mes analyses, c'est ça, c'est le gouvernement-là qui fait des sombres idéologiques, c'est un erreur énorme. Quand j'ai vu cet aspect-là, dans mes analyses, j'ai eu à consulter quelle était la situation en termes d'élections dans les différents pays européens à ce moment-là. Ce que je sais, la réalité elle est là, c'est qu'en France, nous avons eu les élections du président. Oui, et il y a eu beaucoup, et aussi des députés. Il y a eu des députés qui se sont cristallisés autour de la question des soignants. Donc c'est tout à fait normal que l'on voit par exemple aux Abimouot, un élu qui, bon, il se focalise sur ça parce qu'il sait qu'il a été élu aussi sur ça. Mais quel est le poids des élus? Alors, le poids des élus se pose. Non, mais c'est les éléments de constatation faits autour de... Il va s'égosiller pour pouvoir garder son électorat, sa clientèle par rapport aux prochaines élections. Mais dans la réalité de l'aéropage politique, les élus, qu'ils soient guadeloupéens, qu'ils soient de ceci, de cela, on a bien vu par rapport à la retraite, c'est peanuts. Oui, il y a une certaine frustration. Il y a une certaine frustration de ces élus-là qui ont basé leur campagne électorale parce que ça marchait en Guadeloupe à ce moment-là. On était à plein de campagnes électorales, ça marchait. Et puis la frustration, c'est qu'arrivé au Parlement, même si ces élus-là se trouvent dans un groupe important, c'est devenu, comme on l'a dit ici ce matin, c'est devenu idéologique. Donc je ne veux pas perdre parce qu'au départ, ça avait été dit comme ça. J'ai défendu une cause, mais j'arrive à l'Assemblée nationale et on a bien vu, et Raphaël l'a dit, que l'Assemblée nationale n'arrive plus à prendre certaines décisions. C'est un peu le brouhaha. Et maintenant, et notamment sur le problème de la retraite, on voit que ça a basculé au Sénat. Oui. Et puis Macron va faire passer son projet. Oui. Et donc, ces élus concernant les non-vaccinés, les suspendus, se trouvent quelque part frustrés. Et politiquement parlant, ça peut leur coûter cher. Oui, ça peut leur coûter cher. Alors, non, je ne pense pas. Tu sais, Raymond, sincèrement, politiquement parlant, ça n'a pas obligé de coûter cher. C'est évident. Oui, pourquoi? Parce que, avec le temps, ça peut... Mais oui, l'opinion publique, actuellement, qu'a pensé de manière assez générale, qu'habiter à suspension là, ça c'est ton erreur, ça fout mon ado bab. C'est pour ça que qui a plus ou moins senti ça. D'autant plus que, si vous voulez, il faut regarder quand même le contexte international et tout ça. Et il faut voir que tous les autres pays abandonnent. Et il ne faut pas comprendre pourquoi ça a fait l'objet d'une crispation toujours. Alors, problème là, ça. Mais oui, mais qui mettait sur le plan idéologique? C'est le gouvernement-là qui mettait sur le plan idéologique. C'est là le problème là. Et moi, je répondre personnellement, pour gouverner personnellement, moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi les crispations là en France, on a essayé de garder en quel contexte les élections dans les fêtes dans les autres pays. J'ai vu par exemple, il y a eu des élections en Italie, il y a eu l'élection, mais les questions ne se sont pas, les candidats ne se sont pas cristallisés autour de cette question des soignants. C'est seulement en France, hein. Parce qu'il n'y a pas de loi pour l'Italie. Et puis il faut comprendre, attention, quelle est l'opération de hold-up qui s'est passée autour de l'élection française. Macron n'a pas été, le président Macron n'a pas été élu parce qu'il y avait une unanimité, une majorité, quoi que ce soit autour de lui, ni autour de son programme. Il a été élu parce qu'il fallait faire barrage à Marine Le Pen. Oui. Donc c'est ça. Et à partir de là, il dit qu'il est élu et qu'il représente, effectivement, c'est ça le piège démocratique. Il est élu, donc il représente la majorité de la France, alors qu'à l'intérieur de cette élection-là, c'était une opération qu'il y a eu pour éviter que Marine Le Pen arrive. Donc il a été élu avec peut-être 20 ou 30% des voix, oui. Dont la moitié des gens s'étaient alignés par rapport à l'extrême droite. Et donc sur ce cafouillage-là, il se donne une légitimité que l'élection ne lui a pas donnée. Donc c'est compliqué. Il y aura beaucoup à dire là-dessus, s'il fallait... C'est vraiment le rapport en France, entre la rhétorique politique, qui est très très complexe. Tu prenais le cas de l'Italie, l'extrême droite est passée, la dame est passée, il n'y a pas de problème. Tu prends d'autres pays, il n'y a pas eu ces maquignonnages au niveau du processus électoral, elles sont passées clairement, librement, et c'est tout. En tout cas, on va devoir continuer, parce que il y a tellement à dire là-dessus. Mais c'est intéressant quand même, parce que ça montre bien que... Mais surtout dans le sens, d'éclairer le peuple, de l'analyse. Quand on entend, il faut essayer de comprendre, il faut éclairer le peuple. Nous n'avons pas le monopole de la vérité, mais il est de notre devoir de mettre en avant, de faire état
des éléments pour constituer une analyse, une réflexion. Le citoyen nous écoute, il faut qu'il puisse comprendre. Voilà. Alors, on a été très long pour ces préliminaires. Nous venons donc à notre sujet, à savoir Carnaval et violence, notre culture menacée. Titre qui s'affichera, bien entendu, déjà affiché donc chez vous, de l'antenne. Alors, mes messieurs, bye bye 2023 et vive 2024. Qu'est-ce qu'il y a à dire en termes, je dirais, d'organisation, de thèmes retenus, de communication, la festivité 2023? C'est un moment, je dirais, d'euphorie, on n'a pas cessé de le dire. Alors, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que nous avons à dire de tout ce bon moment? Nous venons, bien entendu, il y a la violence. Nous allons rapprocher ça, mais voilà. Bon, je ne sais pas si c'est toujours à moi de commencer à parler. Il faut peut-être qu'on tourne un peu. Non, faut pas s'hypnotiser sur la violence. Attention, dans ce cadre-là. Alors, premièrement, le carnaval, super. Succès intégral et qui pose beaucoup de problèmes qui sont des retombées économiques. Je ne sais pas ce qu'elles sont. Je signale entre parenthèses qu'il y a un document qui est sorti gratuit j'aurais dû l'amener. La fédération de Saint-Malo. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Extraordinaire. Il faudra qu'on en parle. Extraordinaire. Extraordinaire. Il faut voir chaque détail, y compris les parkings. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est vraiment ce qu'on appelle une étude socioculturelle, enfin d'impact, sur l'impact de la route du Rhum et les retombées et compagnie, y compris les reports des 2 jours. Enfin, on va revenir là-dessus. Alors, pour revenir au carnaval, succès extraordinaire d'organisation, de fêtes, bon, je ne suis pas très carnavalier, pas du tout. Je commence à dire ça masque beaucoup de choses, mais c'était génial. Et la couverture médiatique aussi. C'est comme s'il n'y avait que ça dans le... Bon, maintenant, les exactions qu'il y a eu, les quelques exactions, il ne faut pas exagérer. C'est pas ça qui remet en cause quoi que ce soit. Je signale qu'il y a des exactions dans les enterrements, qu'il y en a dans les mariages, il y en a dans les repas de famille. Football aussi. Il y en a pas dans le football. Après le cycle, à partir du moment où il y a foule, où il y a liesse, où il y a plaisir, il y a toujours... Alors, il y a 2 trucs. Il y a dans le système même des espèces de black rock ou des gens qui viennent profiter de ça pour pour faire l'anti-système. Enfin, et puis il y a d'autres, il y a des jeux chauffourés, il y a des machins qui vont... C'est pas ça qui remet en cause la culture antillaise. C'est pas ça qui remet en cause la solidité du carnaval ni de la façon qu'on a de s'amuser. Mais par contre, effectivement, il ne faut pas le prendre en tête d'épingle pour dire que le carnaval guadeloupéen, c'est que ça. C'est pas vrai. Oui. C'est beaucoup d'autres choses, même si ça fait tâche. Ça fait tâche. Alors, Raymond, alors bien entendu, cet aspect, entre guillemets, cette violence n'existe pas uniquement chez nous, mais quelque part, nous ne voulons pas, j'imagine, intégrer cette dimension de violence dans notre carnaval. C'est une crainte. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Alors, je ne vais pas changer, je crois que nous sommes toujours égal à lui-même. La question. C'est une grande réussite, le carnaval, le cru 2023. Ça a été une manifestation réussite. Et puis, toute l'ingéniosité qu'il y a autour du carnaval, les retombées économiques qu'on a vues. Il n'y a pas que le carnaval qu'on voit dans la rue, mais derrière, il y a des petites mains qui travaillent pendant toute la nuit, des commerces qui fonctionnent, il y a toute une organisation. Maintenant, est-ce que le fait qu'il y ait eu de la violence dans le carnaval, ça va remettre en question la culture? Moi, je ne pense pas du tout. Et je dirais même, quand on a vu cette liesse populaire, cette masse de personnes dans les rues, un petit peu étalée sur toute la Guadeloupe, et notamment sur les grandes parades, et voilà si peu de violence. Moi, je dis, c'est comme ça que je vais qualifier ça, peut-être que je me trompe, mais le si peu de violence qu'on a connu par rapport à cette foule en liesse, je dirais que c'est négligeable. Pour moi, il n'y a même pas lieu de parler de violence. Bon, c'est vrai que la presse, quand on dit ça, bon, effectivement, ça grossit un peu l'événement. Mais pour moi, c'est un carnaval qui s'est très bien déroulé et qui est un bon cru. Et au niveau violence, c'est vu en proportion par rapport à la masse populaire
déboulaient dans les rues, pour moi, c'est quelque chose de minable. Il n'y a pas eu de violence et la police n'a pas été débordée. Même sur les quelques cas qu'on a connus, la police a maîtrisé en temps, en heure, peut-être avec des moyens parfois un petit peu qu'on peut trouver extravagants. Mais il n'y a pas eu de débordement. La police a bien maîtrisé, ça a été bien organisé avec les ambulanciers, avec tout le monde. C'était une manifestation réussie. Maintenant, comme je dis, il faut transformer cette réussite dans les autres domaines d'activité, notamment dans le domaine des activités économiques, pour donner de l'élan à cette Guadeloupe économique qu'on attend depuis tantôt. Voilà. En tout cas, c'est une version aussi. Mais alors, on revient directement à René. René, pas une violence, mais par contre, nous savons qu'il y a 3 personnes, 4 personnes qui ont trouvé devant le tribunal bientôt. Voilà. Qui a trouvé devant le tribunal bientôt. Bon, le carnaval était déconcentré, on pourrait dire. En fait, il y a eu dans toutes les communes. Pour ceux qui concernent, par exemple, la commune du Moule, moi, le sentiment que j'ai, les remontées, ça s'est passé bien, je sais. Mais par contre, le 20 février 2023, je crois, c'est ça, le lundi, 20 février, à Pointe-à-Pitre, c'était chaud. À Pointe-à-Pitre, bon, tenir lacrymogène, tenir ça, bon. Je pense que ça a été concentré un peu dans Pointe-à-Pitre, mais il y a aussi, on me dira, bon, mais en fait, il y a une violence entre un jeune scooter avec... ce sont des petits épis, mais quand même, quand on est devant sa télé, on s'interroge sur cela. Voilà. Alors, René, comment nous analysons ça? Mais je signale la présence de Nico avec nous aussi. Coucou Nico, on sera à nous bientôt. Je pense qu'il nous a suivis uniquement dans l'audition. Allez, René. Non, mais ça en veut dire simplement, c'est que le carnaval, là, il y a dans la société guadeloupéenne. Et la société guadeloupéenne, à l'heure actuelle, là, sont une société assez violente. On va voir le nombre de morts, on va voir la circulation des armes, on va voir la misère sociale qui a enclenché encore ce qui a été phénomène-là, ça, plus tous les problèmes d'échec et tout ça qui a mené de plus en plus monter dans la délinquance. On a essayé de faire manœuvre. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait à niveau du carnaval là? Ça qui était étonnant, c'est que pas de niaque, parce que dans toute manifestation, toute époque, avant, il y a dit les masses n'ont pas approché trop près côté parce qu'ils ont piqué, etc. Donc, si vous voulez, le phénomène, ces phénomènes-là, ça, c'est des phénomènes modernes. Et là, effectivement, la médiatisation qu'a fait que c'est important, c'est d'autant plus que bon. Si vous gars, il était bon, mon coup de scooter. On vient madame mon coup de scooter. J'étais la veille, ces policiers-là étaient chercher, et ces policiers-là viennent point. Il se trouve qu'il a été mis en revolver. Ça, c'est problème à la circulation des armes et tout, c'est bizarre. Ça. Et quand ils disent que ces bougs-là, ces hommes-là doivent voyer des roches. Ça, c'est pour voyer grenades lacrymogènes. Mais si vous voulez, sont faits divers qui a dans le carnaval là. Moi, ça, là, on va parler de carnaval là, regardez beaucoup plus. C'est vrai que le carnaval là, il a structuré beaucoup plus. Il a organisé beaucoup plus qu'avant. Dans le carnaval là, ni en contradiction qui était ni avant, groupe à peau, groupe à caisse claire, tout ça, qui est en train de résoudre petit à petit les relations qu'a normalisées, tout ça, à ça, pour bailler un carnaval. Qui c'est carnaval à la Guadeloupe? Toute représentation carnavalesque à la Guadeloupe n'y a d'œil. Les groupes à carnaval, ils aussi ont organisé, et ils ont organisé, ils ont un service d'ordre et tout ça, qui a contribué à. Moi, à Carretien, sans voir, sans battre pour mascacler. Quand on voit à la télévision, sans battre parce que ils ont mascaclé, ils ont été obligés de dernier jour là, arrêter et rentrer. Et pas participer à faire habiter là. Pourquoi? Parce qu'un monde à groupe a trouvé agressé à Damida. Et comme ça, déjà plus ou moins fait 2 jours avant, ils ont préféré arrêter. Alors qu'il y a un service d'ordre qui ferme, qui a dit ça parce qu'il y a un petit-fils à mascacler. Donc, à niveau là, ça, si vous voulez, ça lié à un phénomène qui est en société en nous. Ça qui ne peut pas empêcher ni culture en nous continuer à développer, ni carnaval là continuer à développer. Très bien. Laissez réussir, faire réussir le carnaval, mais prêtons attention aussi à cette question d'armes, circulation d'armes, qui se fait, je pense que... Je laisse la parole à Nico, mais il y a quand même quelque chose qui nous interpelle dans l'observation que tu fais. Moi, j'appellerais ça le statut de l'insignifiance. Oui. Ça veut dire qu'on est dans un environnement plurimédiatisé, ultra médiatisé,
ultra électriques, où tout est réactif, et dans lesquels les gens, il y a une certaine presse qui est à l'affût de l'anecdote. Ah oui. Une presse à scandale. Enquête du conduiraton. Non, à l'affût et donc il y a une exploitation de faits divers scandaleuses qui prennent que le fait divers devient un fait totémique, et autour de ça, tout le monde tire à Rose sur le Baudet, à Rose sur ceci, la culture antillaise, la culture de la violence, oui, elle est violente. Mais toute société est violente. Par définition, une société, c'est un carcan pour juguler la violence interne. Donc c'est pas ça le problème. C'était les codes, les rituels sociaux, les comportements sociaux, les codes d'accès sont justement des superstructures pour tenir cette violence-là. Donc là, ce que je me méfie, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe un truc vachement chouette, bien, ou un événement quelconque, il y a une certaine tendance, disons, à prendre l'événement, le micro-événement mineur, nul, et la surdimensionner, et faire le buzz, et de généraliser, faire comme si la Guadeloupe se réduisait dans des anecdotes qui, par ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres trucs, sont infiniment plus importants, et qu'on écrase et qu'on étouffe. Donc c'est cette précaution que je voulais... Alors voilà donc les points de vue de nos cuvistes autour du carnaval. Alors, je dois signaler la venue avec nous de Nico. Nico, quelques dysfonctionnements techniques. N'a pas permis d'être avec nous dès le début. En tout cas, nous espérons que tu nous as entendus dans les préliminaires, également la thématique. Donc, qu'est-ce que tu en dis? Un grand bonjour à toi d'abord, Nico. Tu peux réagir sur tout le contenu de nos interventions, il n'y a pas de problème. D'accord, mais sur le carnaval, on est au carnaval, je pense. Le carnaval. Sur le carnaval, moi j'ai à répéter ce qui a déjà été dit, certainement, 3 choses. Et le carnaval, c'est tout ça à la fois. Pour maman, le carnaval, c'est un divertissement léger et sympathique. Elle est fatiguée des injures, des gros mots, parce que carnaval, c'est moun qui a défilé proprement, bel linge, comme ça. Mais maman a quelques problèmes avec le carnaval. Pour le KJ, carnaval, c'est comment passer de la culture à l'industrie culturelle. Bon, voilà, voici un bon défi. Mais pour Raphaël Spéronel, quand même, le carnaval, c'est la ritualisation de la violence pour qu'on puisse survivre. Parce que René Girard nous expliquait que la société est tellement violente qu'il faut ritualiser la violence pour qu'on puisse survivre. Il faut trouver un bouc émissaire, on va charger le bouc émissaire de la violence et on va le tuer pour pouvoir continuer à vivre. Et peut-être c'est ça qu'il faut brûler Vaval pour qu'on puisse être libre. Bon. Donc c'est tout ça en même temps. Et c'est vrai que le 3e étage de ça est intéressant. C'est pas il y a de la violence, non. C'est fait pour la violence. C'est fait pour la violence, c'est fait pour la canaliser, c'est fait pour la ritualiser. Sinon, la société va exploser. Donc, il y a un moment donné où on ramasse tout ça, comme dans le livre de Lévitique dans la Bible, on prend un bouc, on charge le bouc de tous les péchés du peuple, une fois par an, et on lâche le bouc dans le désert pour qu'il aille mourir avec le péché. Donc, pendant la période de ça, n'en déplaise à maman, on va transgresser, on va fouetter, on va crier, on va dire des gros mots. Bon, il ne faut pas dire de trop quand même, les enfants. Il faut arrêter quand même, il y a des limites. Et on va se défouler. Mais tout ça, c'est un exutoire à la violence, il faut la canaliser pour pouvoir mieux se réconcilier avec les énergies positives pour l'après. Parce qu'il y a toujours un après. Un peuple ne peut pas vivre tout le temps en carnaval. C'est ça le problème. Les problèmes là. OK. Donc, réagis. Je suis d'accord avec ce que dit Nico. J'ai simplement modifié le concept de violence dans le carnaval et dans la société en termes d'énergie, comment dirais-je, de force énergétique. Je crois que l'idée, c'est que, et c'est ça qui est interpellant, le carnaval, les enjeux du carnaval aujourd'hui en Guadeloupe. Quand on voit la masse, la puissance de l'organisation annuelle, des groupes, des préparations, des économies qui sont faites,
depuis le mois de juillet, on économise pour l'année prochaine. Quand on voit un peu tout ça, on se dit, mais au-delà du carnaval festif, il y a des enjeux symboliques, infraliminaires, qui sont considérables. Et là, je rejoins ce que disait Nico. Et ces enjeux sont des enjeux de transmutation, de sublimation. Il y a depuis quelque temps, j'emploie beaucoup le terme d'impensé, mais il y a un impensé social, sociétal, guadeloupéen, qui n'arrive pas à sortir. Alors, et il sort peut-être dans certains trucs extraordinaires. Les accidents de la route. Oui. Pourquoi on a tant de morts comme ça? Mais il y a quelque chose de pas possible. C'est pas vous qui inventez Wati, à part vous qui inventez Chimin, tu te tues comment? Il y a un certain nombre de comportements comme ça extravagants. Bon. Mais le carnaval, manifestement, dans sa densité, dans ce qu'il gère comme intensité émotionnelle, comme intensité symbolique, comme intensité de rupture par rapport à... Je connais des gens... et des gens bien, ou des gens pas bien, qui, sous carnaval, c'est comme s'ils sont sous amphétamine, hein. Ils sont sous ceci, mais c'est des trucs extraordinaires. Donc il y a là des choses qui se jouent et qui sont de l'ordre d'une espèce d'expression énergétique sociale qui paraît indispensable et nécessaire d'être canalisée, pour reprendre ce que disait Nico, et de canaliser en termes de sublimation. Parce que si ce mouvement-là, si cette puissance-là ne s'exprime pas dans ça, elle risque Et je reviens aussi à... Rappelez-vous certains mouvements sociaux. Le début de certains mouvements sociaux, on a vraiment l'impression aussi que c'est des mouvements, c'est presque des chansons, des scandés comportementaux carnavalesques qui lancent le mouvement social. Et des déboulés. Et c'est vraiment le terme. Voilà, alors la culture, on y est bien. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire à propos, messieurs, je vous laisse la parole, puisque on est bouchon, Wamaï. Mais c'est culture, c'est de la culture. Hein. C'est l'expression pure de la culture. La culture, si on prend une définition anthropologique claire, c'est la manière dont un peuple, dans l'espace et le temps de sa vie, de son existence, exprime ses façons d'être, ses représentations, ses façons de se comporter. Donc tout ce qu'on fait est culture. Il n'y a pas de non-culture. De même que tout ce qu'on fait est histoire. Il n'y a pas de non-histoire. Et la manière de s'exprimer maintenant correspond à l'équation culturelle aujourd'hui en Guadeloupe, qui comporte quelque chose qui est de l'ordre de la violence, mais qui n'est pas à confondre avec l'énergie sociale, quelque chose qui est de l'ordre de l'expression, du besoin d'expression, de revendication, mais aussi de rébellion, mais aussi de transgression, et tout ça est dedans dans un mixte qui est bien géré. On ne va pas cacher le fait, sans doute, Ramaï, que quand on regarde ce carnaval, on parle d'affrontements de gangs. Ça fait penser à ce qui se déroule pas loin de chez nous, en Haïti, où on a perdu la maîtrise. On se dit, est-ce qu'on arrivera à maîtriser tous ces éléments-là entre les gangs? Parce que s'il y a des armes qui circulent, des fois c'est pour régler des comptes. Et quand il y a à régler des comptes, qu'est-ce qu'on peut faire? Très souvent, c'est la police qu'on appelle. Hein. Allez, alors pour cette affaire de gangs, de groupes qui s'affrontent, mais je crois que le carnaval en Guadeloupe, c'est une drogue. Hein. Ça apaise tout le monde et tout le monde se trouve ensemble, même s'il y a quelques rares débordements de temps à autre, tout le monde se trouve ensemble. C'est cette drogue du carnaval, tout le monde a besoin de se mettre en évidence, de se défouler, de rentrer dans la joie, et puis peut-être aussi pour cacher un certain nombre de difficultés aussi. Il y a tout ça. Donc la violence, à mon avis, dans notre carnaval, c'est pas ce qui est dans la tête des gens. Je pense qu'ils sont plus dans l'idée de se défouler, de se retrouver ensemble, d'oublier les clans. C'est une violence marginale. Pour pouvoir se mettre dans la drogue du carnaval et puis fêter et s'amuser. On sait de toute façon, il y a un début, il y a une fin. C'est déjà programmé au départ. On sait, on a un seul laps de temps pour ça. Et puis après, bon, les us et coutumes recommencent. Mais pour moi, c'est ça. Et ça ne met pas à péril notre culture. Il y a notre culture carnavalesque, mais il y a d'autres cultures à côté, des habitudes, des us et coutumes des Guadeloupéens, qui sont propres Guadeloupéens et qui ma foi, va perdurer. Oui, alors on va venir à René. Bon, non, ça dit simplement, c'est que nous loin des phénomènes de gang en Haïti. Les phénomènes de gang en Haïti, pas ni à voir avec ça. Nous sommes des petits gangs ici, là, mais en Haïti, il n'y a pas ça. C'est des mais Haïti, pas type pombité. Non, mais Haïti, c'est des gangs armés et financés par des puissances
financière ou de pouvoir intérieur même, mais qui veulent chirer pour partager leur pouvoir. C'est complètement différent. Ça a presque institutionnalisé à un certain niveau. À pas même bien là ici, on a des frustrations entre Thibaut qui a donc c'est des groupes différents et qui parfois ont profité de carnaval là pour régler les quotas. Mais c'est des biens marginaux. Mais est-ce qu'il faut banaliser c'est bien là? Il faut maîtriser, c'est tout. Il ne faut pas oublier plus important ce qu'il y a en réalité. Ouais. Ça qui est important, c'est que le carnaval là, c'est un moment important et extraordinaire où on peut transgresser les règles de la société de manière festive et exprimer ça à travers créativité, art, etc. Ça qui a fait qu'il n'y a pas qu'à voir vous, individu, qui a transgressé, mais c'est le groupe qui a transgressé et qui est autorisé. Voilà. Alors, on arrive à Nico. Nico, tu nous as entendu, tu as ton point de vue. Alors, là-dessus, ce carnaval, il y a tellement de choses à dire. Est-ce que la culture, apparemment, la culture ne serait pas menacée? Mais, eh bien oui, puisque ne serait pas menacée, me semble-t-il, d'après les analyses. Quel est ton avis là-dessus? Non, je pense que le carnaval est très, très utile, c'est clair. Bon, parce que dans un monde, comment dire ça sans dire du mal des Blancs? Dans un monde où la contemplation était au centre, on peut croire ça, du monde. Bon, certains disent que c'est ceux qu'on appelait noirs qui ont fait ça. Bon, ils ne s'appelaient pas noirs à l'époque, ils pensaient être les dieux, les maîtres de l'univers. Bon. Donc, ils ont déposé le monde dans la contemplation. Ils ont livré comme clé de lecture du monde la contemplation. Bien. Avec ce qu'ils appellent la modernité, il y a un retour assez féroce de la rationalité. Et on a remplacé la contemplation par une nécessité d'explicitation. Il faut comprendre, il faut raisonner. Et donc, l'humain est coincé là-dedans. Il est coincé. Le chef d'entreprise, l'ingénieur, l'architecte, que je salue, en Guadeloupe, il est coincé par l'explicitation. Et le carnaval lui permet d'avoir une bouffée d'oxygène, de fuir. Et le magico-religieux, ou le magique, ou la magie, qui est rétabli pendant ce temps, lui permet de respirer un peu. Parce que c'est vrai que, bon, je ne pense pas que Toutankhamon a totalement raison de dire qu'il n'y a que la contemplation. Bon, il y a quand même l'existentiel, il y a un mix intelligent à trouver entre l'essence et l'existence, entre l'esprit et le matériel. Bon, mais il ne faut pas accepter l'Occident qui tente de faire croire qu'il n'y a que la matérialité, il n'y a que la rationalité, il n'y a que la nécessité d'expliciter le monde. On peut accepter de vivre, de courir après la transcendance, de défiler dans la rue, de crier, voilà. Et ça, c'est essentiellement humain dans la trajectoire de l'humanité telle que les ancêtres de Raphaël Spéronel avaient déposé le monde au pied des pyramides. Oui. Je vais rajouter un truc qui m'interpelle. Alors, c'est peut-être un peu tôt, mais il va falloir qu'on soit vigilant sur ça. C'est le statut du post-carnaval. Et dès cette semaine, ça s'est posé. Les gens sont partis. Alors là, c'est avec cette espèce de mauvaise foi qu'on a quand on va parler, quand on va culpabiliser. Les gens sont partis en disant, les gens, enfin la presse, une certaine presse, ah bon, le carnaval est fini, donc la paix sur la terre et tout, on se repose et maintenant on va vers le carême. Donc période de dévotion, de piété, de tout ça. C'est pas ce que je vois. Je pense qu'il y a une déconnexion totale entre le carnaval et le religieux. Le carnaval, c'est complètement païen, c'est complètement le débordement dans toute espèce de choses. Et il faudrait regarder de manière clinique ce qui se passe pendant le carnaval. C'est du n'importe quoi, mais qui est autorisé, qui est labellisé. Mais il ne faut pas se faire d'illusions en s'imaginant que c'est la fête comme ça, honnête, machin. C'est du bordel. Et un bordel bien organisé, et je peux vous amener à l'intérieur de certains groupes, je vous assure qu'il y a des choses à... Et donc, il y a un rapport alors je ne vais pas dire post-apocalyptique, mais post-carnavalier qui commence à m'interpeller. Qu'est-ce qui se passe avant? C'est certainement pas le carême qui prend le relais du carnaval. Parce qu'entre-temps,
Parce que le carnaval, c'est quand même religieux. Hein, la matrice du carnaval est quand même religieuse. Et entre-temps, le religieux est parti, a été déconnecté. Et le païen a pris le dessus, ne serait-ce que par rapport à la consommation. Donc le païen de la modernité. Et on a l'impression qu'il y a une petite dérive. Il y a une petite dérive de parallaxe. Et que le carnaval se prolonge dans la consommation, dans la fête à outrance, dans un certain nombre de choses, mais certainement pas dans la piété, dans la religion, dans la concentration sur soi, etc. On a encore un point de vue toujours très riche, hein, qui nous permet quand même d'avancer notre analyse sur cette question du carnaval. Y aurait-il... Nico, sans doute? Une chose que je trouve brillante, comme d'habitude, hein, parce que, comment dire ça, la démarche du catholique, hein, de Constantin et du catholique, c'est quoi? C'est réussir à réunir dans l'Empire toutes les manifestations païennes et les mettre sous un chapeau christique. Oui, tout à fait. C'est ça, le but, c'est ça. Et Constantin réussit, Constantin ne réussit pas. Hein? Bon, et c'est vrai que Constantin veut nous faire croire qu'il a réussi totalement lorsqu'il décrète que le carnaval, c'est une trêve en attendant le redémarrage ou le retour du sacrificiel. Hein? Bon, eh bien non, Constantin sait pertinemment que le peuple en question n'est pas dupe du jeu. Et si le peuple joue le jeu, il n'est pas prêt à jouer le jeu tout le temps. Hein? Et, bon, mais quand même, c'est bien comme interprétation, comme mode de lecture, peut-être comme éclairage, pour que c'est comme la température. On ne juge pas la température, on juge parfois l'amplitude thermique. Hein? Donc peut-être qu'en termes d'amplitude thermique, ça peut faire du bien, mais nous ne sommes pas dupes de cette réalité des bacchanales. Ça veut dire que l'environnement, la gaine dans lequel le carnaval, historiquement, avait son inscription, a été là aussi disqualifié par l'environnement moderne, le marché, qui a fait que le carnaval est devenu aussi un espace marchand, un espace de marchandises, y compris des émotions, des sentiments, des comportements et aussi interdits, qui va filer après tout logiquement vers l'exploitation d'économie marchande de ce phénomène-là, et non plus vers quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, de l'approfondissement de la transcendance, du mouvement religieux, de la pensée d'aller vers Dieu. Je pense qu'on est en train de vivre en Guadeloupe. On va voir. Hein. Moi, j'ai eu ça pourquoi? Parce que hier soir, donc on est une semaine après le carnaval, hier soir, il y avait une grande fête à moules à l'entrée du moule. On est en carême, là, arrêtez. Bon, ben non, il faut ça. Voilà donc, chers amis, à vous, les clubistes, hein, et aux téléspectateurs et followers, à la contribution en quelque sorte des co-clubs, au débat ambiant, débat extrêmement riche, à travers l'approche des préliminaires que nous avons abordés et également nos thématiques de ce jour, carnaval et violence, une culture menacée. La culture n'est pas menacée, c'est ce que je retiens. Alors, on va devoir se quitter. Vive le carnaval 2024. 2024, vive le carnaval 2024. Donc, sur ce, on va devoir prendre congé de vous. Nous vous disons, passez donc un bon dimanche et à dimanche prochain. Comme disait l'autre, nous sommes encore sur vie. Ah oui, sur terre. Voilà, bye bye. Nico, coucou. À bientôt. Bonne journée, merci. Dimanche.